Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Guillaume Amar, directeur général du groupe Harmonia. Oui. Ça y est, j'en perds jamais mot. Un expert des Facility Solutions, donc Hospitality, Facility Management, accueil, événementiel, beaucoup de choses, j'en oublie forcément. Mais bonjour Guillaume. Bonjour Charlie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors l'émission va se décortiquer en 3 parties. La première, c'est la séquence David rencontre Goliath. Tu vas faire face à une start-up et vous allez parler un peu de vos sujets en commun. Ensuite, il y aura la séance en coulisses où là, je te poserai plutôt des questions sur ton parcours de dirigeant et ta vie de quotidien de patron. Et on terminera par l'interview chrono qui est, comme son nom l'indique, une série de questions-réponses très rapides. Parfait. Écoute, merci encore d'avoir accepté cette invitation et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui va te faire face, c'est Active Corner, solution d'accompagnement des entreprises sur les sujets de qualité de vie au travail. Et donc je suis ravie d'accueillir son PDG, Yacine Chiki. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci Charlie. Merci à toi. Bon alors, Yacine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment vous aidez les entreprises à améliorer la qualité de vie des salariés? Aujourd'hui, les entreprises ont un enjeu de bien-être pour l'ensemble des collaborateurs. On sait que depuis le Covid, il y a eu des transformations profondes finalement dans les besoins des collaborateurs et dans le besoin d'accompagnement des entreprises de ces salariés. Et elles ont besoin d'un service qui est le plus universel possible. Les salariés aujourd'hui sont au bureau, sont en déplacement, sont chez eux, en télétravail. Et nous, l'idée, c'est de créer une sorte de réflexe que le salarié se dise: si j'ai besoin d'une prestation sport et bien-être, j'ai un seul point d'accès, qui est évidemment une plateforme digitale. Mais derrière cette plateforme se cache un certain nombre de services. Donc, c'est des services au bureau. Ça peut être la mise en place d'une salle de sport, ça peut être de l'animation, ça peut être des programmes sportifs, ça peut être des journées bien-être. Donc, pléthore d'offres d'animation de sites. Mais à côté de cela, quand quand le collaborateur est chez lui en télétravail, on va lui proposer par exemple des cours vidéo. Donc, il aura accès à des cours de cuisine, de nutrition, des cours de sport, des pratiques douces. Donc, il pourra continuer d'une certaine manière sa démarche et individuelle et collective, parce que le but, c'est que les salariés puissent aussi se connecter ensemble lorsqu'ils sont à distance. Et enfin, qu'on ne bénéficie ni de l'un ni de l'autre, on a quand même accès à une solution de proximité. Donc, notre enjeu aussi, c'est d'aller chercher plein d'acteurs du sport et du bien-être, des salles de sport, des studios, des spas, des centres de remise en forme, et de négocier des tarifs préférentiels avec eux pour les mettre à disposition du collaborateur et l'aider aussi sur le portefeuille pour qu'il puisse accéder au sport et au bien-être, toujours à un tarif négocié. Donc voilà, c'est cet écosystème de sport et bien-être qu'on met à disposition des entreprises aujourd'hui. Et donc là, vous êtes partenaire du groupe Harmonia. Tout à fait, ouais. On voit un petit peu la complémentarité en fait de vos offres. Complètement Charlie, parce qu'effectivement, c'est une belle rencontre entre le groupe Harmonia et Yacine, parce que post-Covid, on a eu besoin de proposer à nos clients des nouveaux services. Et effectivement, post-Covid, le télétravail s'est bien implanté dans les entreprises. Donc, il fallait trouver un mix entre le service que l'on trouve dans l'entreprise et le même service, le mettre à disposition à côté du lieu de domicile, du lieu effectivement de la vie privée du collaborateur. Et c'est ce mix qui est intéressant parce que non seulement il y a le même type de service, mais c'est le même niveau de qualité de service qui est délivré. Souvent, on peut dire, oui, je vous délivre le même service. Là, avec Yacine, on a su aujourd'hui offrir le même niveau de service. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les clients demandent énormément des solutions comme celle de Yacine et que nous, on a beau être, vous dites, Goliath, on n'est peut-être pas l'agilité que va avoir un Yacine à proposer des services très agiles, très disruptifs, qui sont arrivés très vite, juste après le Covid. Absolument. L'idée, justement, pour nous, c'est de pouvoir nous reposer sur un Goliath, justement, qui a cette capacité aujourd'hui d'interaction, de visibilité, de connaissance, on va dire, du client final. Ça, c'est quelque chose, pour nous, plutôt jeune, où on a besoin de grandir, mieux comprendre l'écosystème des services en entreprise. Et nous, ce qu'on souhaite apporter à un groupe comme Harmonia, c'est vraiment cette brique, finalement, j'ai pas envie de dire manquante, mais plutôt complémentaire par rapport à une palette de services déjà très large. Et comme l'a si bien dit Guillaume, aujourd'hui, il y a une attente qui est très forte sur le sport. Je pense qu'il y a 5-10 ans, les grands groupes pouvaient se contenter, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, d'allouer un certain nombre de mètres carrés à une salle de sport et cocher la case du sport et bien-être. Aujourd'hui, les entreprises sont plus agiles, donc elles attendent de groupes comme Harmonia et d'acteurs, on va dire, pure players comme Active Corner, d'apporter une solution à 360 degrés. Et je pense qu'on a partagé aussi la vision, c'est ça qui était intéressant, c'est de se dire qu'on n'allait pas se contenter d'avoir une action sur site, mais d'avoir une action pour l'ensemble des collaborateurs. Donc,
on s'est bien trouvé, je pense. Et on voit un vrai retour sur investissement. Comment on mesure ça? Alors, le sujet, il est essentiellement de dire que les collaborateurs aujourd'hui, il faut les garder dans l'entreprise, au sens, il faut garder ses talents. Et donc, tout ce qui va contribuer au bien-être du collaborateur au sein de l'entreprise ou dans son environnement, à la fois en télétravail, en déplacement ou dans l'entreprise, va permettre effectivement au DRH de mesurer le fait que les collaborateurs restent, ou en tout cas pour attirer des talents, dire regardez, quand vous allez intégrer telle ou telle société, eh bien nous avons non seulement des espaces de bureau agréables, mais en plus nous avons un panel de services comme celui de Yacine. Donc oui, on peut le mesurer, et les DRH s'intéressent énormément à ce sujet-là, énormément. C'est surtout la rétention de talent alors qui revient ou pas vos clients? Aujourd'hui, elle est indispensable. Je rejoins totalement Guillaume là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, les DRH viennent nous voir parce qu'ils ont des nouveaux sites à opérer, ils ont des nouveaux besoins. Mais ces besoins, ils ne les ont pas inventés. Les nouveaux profils de salariés aujourd'hui, quand vous regardez les critères de sélection d'un job, ils ont complètement changé par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, le salaire n'est pas tout en haut de la liste. Aujourd'hui, c'est dans quelles conditions je vais travailler, quel équilibre vie pro, vie perso je vais trouver au quotidien. Et le fait de proposer des services qui sont justement pensés pour un équilibre vie pro, vie perso et de la qualité de service autant sur site qu'à son domicile ou en déplacement, c'est ce qui fait que les gens restent dans une entreprise aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui les DRH l'ont parfaitement compris et du coup ils vont diriger leur choix vers des entreprises, je pense comme Harmonia et j'espère aussi comme Active Corner, nous faire confiance pour les aider justement à fournir le meilleur service possible à leurs équipes. Et vous voyez... Alors, il y a du présentiel, il y a du distanciel aujourd'hui. Il y a plus de demandes de l'un de l'autre aujourd'hui ou il y a un mix un peu des deux chez les salariés? Alors, en fait, ce sujet-là, il va dépendre de la typologie de l'entreprise, donc de son secteur d'activité, du secteur où se trouve le siège social, du profil des collaborateurs dans l'entreprise, entre une entreprise assez jeune, avec des profils un petit peu nouvelle génération, ou bien une entreprise plus installée, je ne citerai pas de nom, avec des ingénieurs et autres. Eh bien, les demandes ne seront pas les mêmes en fonction des services. Donc, certains vont dire on préfère être au bureau, d'autres on préfère être en distanciel. Ce qui est important, c'est de pouvoir apporter les deux solutions. Et pas deux prestataires différents, mais le même prestataire puisse adresser la solution à la fois sur le site comme au domicile. Et pourquoi surtout le sport? Vous êtes parti de là, en fait. Avant tout pour des raisons personnelles. On en parlait avec Guillaume juste avant de rentrer sur le plateau parce que je fais du basket depuis que je suis tout petit. J'ai joué à différents niveaux. Donc je pense que le sport véhicule des valeurs qui sont universelles, qu'on peut très facilement transposer à l'univers de l'entreprise. On parle d'esprit d'équipe, de leadership, on parle de partage, de générosité, de complémentarité. Donc le vecteur du sport est un vecteur plutôt convaincant. On peut le dire aussi, on est à l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc énormément d'entreprises aujourd'hui cherchent à avoir un positionnement autour du sport. Donc elles ont cette sensibilité-là, nous on nous sollicite énormément là-dessus, que ce soit des petites ou des moyennes ou des grandes entreprises, il y a toujours cette sensibilité vis-à-vis du sport. Par contre, là où on aime bien se démarquer d'un positionnement purement sport, et j'en reviens un petit peu à ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'en effet il y a cette question de sur site ou à domicile, en télétravail ou en déplacement, mais il y a aussi une question de profil dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a des pratiques de sport très variées qui permettent à un débutant comme à une machine de guerre de pouvoir pratiquer leurs activités, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas intéressés par le sport, qui sont intéressés par la santé, le bien-être et l'activité physique, mais pas particulièrement par le sport. Et nous, on souhaite être universel dans la proposition de valeur. C'est qu'on va, comme je le disais tout à l'heure, on va faire des cours de cuisine avec une nutritionniste qui va aider des gens, des salariés, à mieux manger, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a de moins en moins de temps pour se préparer des plats qui sont pensés pour notre bien-être. Et du coup, cette complémentarité de services au sein même de la solution est hyper importante pour toucher tous ces profils-là. Écoute, merci beaucoup Yacine. Avec grand plaisir, merci d'être venu. Merci, c'était un plaisir. Et maintenant, on va passer à la séquence en coulisses. Alors avant de parler d'Harmonia, où tu es depuis 20 ans, je voulais faire un gros retour en arrière et parler de ton premier poste de dirigeant, on va dire. Dans le cadre de tes études, tu as fait un stage dans une PME de nettoyage industriel et quelques années plus tard, tu deviens directeur de la branche restauration. Alors tu avais déjà envie de manager, de diriger ou alors ça a été plutôt une somme d'opportunités? Alors ça a été une somme d'opportunités. En fait, moi j'ai fait une école de commerce et j'ai dû faire donc un stage effectivement pendant 6 mois dans une entreprise. C'était précurseur à l'époque. Et cette entreprise, au bout de 6 mois, j'étais en finance contrôle gestion, pas forcément. Finalement, ce qui m'attirait
m'intéressait au début, et ce qui finalement, au bout de 6 mois, c'est l'intérêt du stage. Je me suis dit, je ne vais pas passer mon temps derrière un ordinateur à analyser des chiffres. Et j'allais partir quand les dirigeants m'ont proposé de rester dans l'entreprise, peu importe le diplôme, peu importe le fait que je sois diplômé. L'important, c'était effectivement de dire, voilà, tu as une personnalité, tu as un profil qui nous intéresse, reste et on va faire un plan de carrière pour toi. Et donc, j'ai gravi tous les échelons de l'agent de propreté. Donc, j'ai appris effectivement au bas de l'échelle à faire ce qu'on appelle du nettoyage de sol, de la cristallisation, des shampoings moquettes, du lavage de vitres, à se lever à 4 heures du matin, aller sur les chantiers. Et puis, progressivement, j'ai grandi dans cette entreprise jusqu'à effectivement arriver, alors ce n'était pas de la restauration, c'était la direction de la division hôtellerie, pour tout ce qui était entretien de parties communes et de chambres d'hôtel, notamment avec des grands comptes comme le groupe Accor ou bien Euro Disney à l'époque, où j'avais en charge la gestion de plus de 500 personnes pour assurer l'entretien de 4 hôtels à Euro Disney. Et effectivement, ce qui m'a attiré, c'était un petit peu naturellement, c'était l'animation des équipes. Moi, j'ai fait beaucoup de sport collectif, pas au niveau professionnel, mais en tout cas en tant qu'amateur. Et j'ai toujours aimé travailler en équipe, toujours aimé avoir ce côté animation, coordination, et même en école de commerce, je me suis toujours amusé à être dans les BDE, donc les bureaux des élèves, où j'étais à la fois une fois président, une fois vice-président, parce que il faut savoir faire aussi des compromis. Et j'ai été aussi vice-président d'un BDE dans une autre école de commerce. Voilà, donc ça fait partie effectivement un petit peu de, je vais dire, mon ADN, effectivement, d'animer, de coordonner. Et alors j'ai lu aussi que pendant, alors j'ai pas la date exacte, mais en tout cas tu as fait un burn-out pendant un moment. Alors le burn-out, alors c'est un peu compliqué, mais c'était quoi un petit peu le déclic? C'est pas un sujet dont les dirigeants parlent, les salariés oui, mais les dirigeants un peu moins. Alors le burn-out, le terme était un peu fort. En tout cas, c'était un ras-le-bol, clairement. C'était au moment de la propreté. J'avais donc 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise et je passais mon temps dans l'hôtellerie à travailler 7 jours sur 7. Et quand tu passes 7 jours sur 7 de ta vie pro, de ta vie perso, où tu n'es plus présent pour ta femme et tes enfants, en l'occurrence, je n'avais qu'un enfant, mais l'anecdote me marquera toujours, c'est que j'étais peu présent le jour du baptême de mon fils, puisque, hormis la cérémonie à l'église, j'ai passé mon temps à l'extérieur à gérer des problématiques opérationnelles sur Euro Disney. Et donc, à un moment, effectivement, tu fais le choix entre ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Et très clairement, sans parler de burn-out, parce que c'était pas un burn-out, c'était un ras-le-bol. Et j'ai décidé effectivement à ce moment-là d'arrêter. J'avais 27 ans. Je me suis dit, j'ai largement le temps de faire autre chose. Et c'est ce choix. Et je pense que c'est important parce que quand tu en prends conscience jeune, tu vas faire encore plus attention à tes collaborateurs sur ces sujets-là. Moi, je dis souvent, dans une entreprise, on y passe beaucoup de temps. On y passe un bon temps de sa vie, un bon temps de sa journée. Et si tu viens avec un mal-être, une boule au ventre, si ça va pas, si t'as pas la banane, si t'as pas envie de t'éclater, mais c'est terrible. Donc moi, je m'assure toujours que mes managers, mes collaborateurs, mes plus proches, mais aussi ceux que je côtoie au quotidien, se sentent bien. Et c'est ce que je dis à mes équipes. Un collaborateur qui se sentira bien délivrera le meilleur. À l'inverse, celui qui ne sera pas bien à venir au bureau, pour tout un tas de raisons, personnelles comme professionnelles, ne sera pas au maximum de sa performance. Alors là, cette fois, j'avance dans le temps, mais bon, tu as pris la direction générale du groupe Harmonia en 2018, et c'est un groupe familial. Comment on se fait une place comme ça dans une entreprise familiale quand on n'est pas vraiment la famille? Beaucoup de diplomatie, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Alors moi, j'ai souvent travaillé avec des dirigeants fondateurs. Déjà, donc il faut savoir que dans certains cas, ils ont été rachetés par des grands groupes, mais j'ai toujours d'abord eu cette appétence pour travailler avec des patrons. C'était leur boîte. J'ai toujours aimé la façon d'aborder les sujets, le temps long, on n'est pas sur du temps court. Et donc en 2018, quand on m'a effectivement fait cette proposition, parce qu'il s'est passé, c'est que le président et fondateur, qui est toujours à la tête de ce groupe-là, un groupe Harmonia, Patrick Tello, ses enfants étaient encore jeunes, moi, quand je suis arrivé. Donc ces enfants, on les côtoyait chaque année, à chaque réunion annuelle des managers, ce qu'on appelle le manager meeting, ils étaient présents. Donc ils ont vu le groupe grandir, et ils sont rentrés, puisqu'il y a 4 de ces 5 enfants qui sont dans le groupe, ils sont rentrés chacun à des postes différents, et l'important, c'est de les accompagner. Si tu veux, l'histoire est quasiment déjà écrite. On sait qu'à un moment ou à un autre, les enfants reprendront le flambeau. Et c'est très bien. C'est très rassurant pour un manager que je suis et pour mes équipes. Il n'y a pas de double discours. On ne se dit pas à un moment ou à un autre, on sera vendu, il y a un risque. Pas du tout. Il y a des belles réussites familiales en France au niveau du service notamment, mais pas que. Mais quand je compare effectivement dans le métier du service, tu as des très beaux groupes où c'est une success story familiale. Et donc moi, j'ai fait ma place parce qu'effectivement, je pense que sa place, on l'a fait par rapport à ses résultats, par rapport à l'engagement des équipes derrière toi, par rapport effectivement à tout un tas de projets qui ont été menés. Et puis, il y a de la place pour tout le monde, parce que plus le groupe grandit, plus tout le monde trouvera sa place, et tout le monde n'a pas une appétence pour les mêmes postes. Et c'est voilà, donc après, c'est un échange quotidien avec la famille. Toujours avoir en tête, intérêt suprême, celui de l'entreprise.
Et c'est aussi les groupes familiaux synonymes de vision long terme. Est-ce que cette stratégie long terme, tu y penses toute la journée, un petit peu, beaucoup? Comment ça se passe? Alors, les dirigeants, plus tu montes, plus tu dois te sortir du quotidien et avoir une vision long terme, mais ne jamais décrocher du quotidien. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Alors, moins dans les entreprises aujourd'hui qu'avant, on essaye, nous, d'avoir une strate managériale assez courte. Parce que quand tu empiles des strates managériales, il y a forcément des filtres qui ne sont pas les bons filtres parce que chacun va vouloir donner sa version du sujet. Plus tu restes proche du terrain. Donc, j'essaye d'avoir une hiérarchie assez courte. Et en même temps, il faut que je me dégage du temps. Et je demande à mes équipes aussi de le faire pour s'intéresser à l'extérieur, ce qui se passe, donc à notre environnement économique, à l'environnement politique, aux enjeux de demain, à la transformation. On parlait tout à l'heure de la post-Covid, des sujets qui animent. Demain, on va avoir encore d'autres sujets, avec les sujets effectivement de RSE. À court terme, on va avoir les JO à Paris qui vont avoir d'autres impacts sur nos métiers pendant cette période-là. Donc un dirigeant se doit de se dégager du temps. Je dis un dirigeant, mais un manager de façon générale, s'il veut apporter le meilleur à ses équipes, il doit toujours avoir, entre guillemets, un coup d'avance sur, effectivement, les autres, pour être toujours devant. Alors, tu vas parler un peu du Covid, mais ça a évidemment eu un grand impact sur vos activités. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as appris qu'on était tous confinés? Alors, je vais revenir juste 24 heures avant le confinement, parce que ça, j'aime bien cette anecdote. On était le lundi, je cours tous les week-ends, et le week-end, un de mes amis me dit on sera confiné mardi soir. Oh, je lui dis, tout le monde a son information, on va être confiné. Et puis, je me dis quand même, bon, why not? Donc, le lundi, effectivement, je vais voir mon président et je lui dis, écoutez, je vais donner comme consigne à tout le monde de partir avec son PC portable. On ne sait jamais. Moi, j'ai l'information comme quoi le pays risque d'être confiné mardi. Je préfère pas prendre de risques. Et puis, pour ma part, moi, je vais emmener ma femme et mes enfants en dehors de Paris. Et je reviendrai s'il n'y a pas de confinement. Et s'il y a un confinement, à ce moment-là, on s'arrange. On verra comment on gère. Il me dit, mais Guillaume, vous êtes trop prudent. Vous verrez, c'est pas possible qu'on ferme le pays. Finalement, le soir à 20h, Emmanuel Macron annonce effectivement que le pays est confiné le lendemain à midi. Et là, on est parti pendant quasiment 1 mois et demi de confinement, mais rude. On n'avait jamais vu ça. Comme tu n'as jamais vu ça, comme personne n'avait jamais vu ça, à un moment, tu es face à un mur et tu te dis, je fais quoi? Il faut que je trouve une solution, il faut que je le grimpe. Je n'ai pas d'autre choix que de passer le mur. Et là, on s'est mis en mode... alors, je ne vais pas dire guerre, même si le président utilisait on est en guerre dans son premier discours. On était en mode combat. On était en mode combat au sens, on doit survivre. On ne peut pas ne pas effectivement continuer à prester. Sauf que nous, tous nos clients, nous demandaient d'arrêter la prestation dans l'événementiel, dans les musées, dans les entreprises qui étaient toutes fermées. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec 10 000 collaborateurs qui ne peuvent plus accéder à leur lieu de travail et donc qui n'ont plus de travail. Les sujets de chômage partiel, même si le gouvernement en avait parlé, n'étaient pas clairs. Et donc il a fallu, de façon, j'ai envie de dire, un petit peu militaire, organiser l'entreprise. Briefing tous les matins, enfin réunion d'urgence, réunion de crise le matin à 8h, une autre en fin de journée, et on prenait des décisions tous les jours, et c'était une décision descendante qui s'appliquait pour tout le monde. Il n'y avait pas trop de place, entre guillemets, à la discussion. Ça a été dur au début, parce qu'on est plutôt dans un management collaboratif et participatif. Là, comme tout le monde était un peu fébrile, je me suis dit, de toute façon, tu n'as plus rien à perdre. De toute façon, là, on ne sait pas trop où on va, donc on y va, on se lance, sans parachute, et finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Oui. Oui, donc il faut faire preuve, comme beaucoup, un genre d'agilité, d'inventivité dans ces périodes-là. Mais après, il y a quand même eu l'après-Covid. Est-ce qu'au final, ce n'était pas plus dur, l'après-Covid? Si. Si, c'était plus dur parce que quand tu es rentré dans ce mode combat pendant 1 mois et demi, 2 mois, puis ça a duré longtemps quand même, le Covid, et où finalement, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Normalement, il y a une sorte d'adrénaline. C'est un peu comme quand tu cours, tu commences à être de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et puis, on te dit d'un seul coup, non, c'est reparti, vous retournez au bureau. Et là, il a fallu dire aux collaborateurs, aux collaboratrices, qu'ils soient sur site ou au siège, qu'il faut revenir au bureau, il faut retourner chez les clients, il faut aller voir les clients. C'est fini le Zoom, le Teams, tous ces vidéo calls et autres. C'est totalement fini. On passe effectivement, on retourne à du présentiel, on retourne à de l'échange. Et bien là, les gens ont dit, non, moi j'étais très bien en province, j'étais très bien chez moi, je vois pas pourquoi je viendrais au bureau, ça marchait bien. Sauf que non, une entreprise, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où il y a la co-création, et que si on laisse tout le monde chez soi, ça marchait beaucoup moins bien. Donc si, ça a été beaucoup plus dur, parce qu'on a eu en plus un décalage entre le moment où on nous a dit go, on y va, et le moment où ça a repris. Donc nous, on a eu pas mal de mal à faire revenir à la fois nos collaborateurs, mais nos clients eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à faire revenir les collaborateurs au bureau, donc à faire appel à nos prestations.
Et les derniers qui ont finalement réouvert, ce sont les musées. Si on regarde bien, ça a été pendant très longtemps fermé ou avec des jauges. Donc on a eu du mal à faire revenir les gens dans une vie normale. Et là, aujourd'hui, la politique est claire, ou il y a encore, on a vu aussi beaucoup d'entreprises changer un peu d'avis. Nous, on a mis en place une politique très simple, c'est 1 jour de télétravail. Pour le reste, on est au bureau. Il faut être conscient que nous, nos collaborateurs, à 99%, sont des collaborateurs qui œuvrent au quotidien sur les sites. Et qu'en tant que de management, moi je parle d'exemplarité, je considère qu'effectivement, à partir du moment où 100% de nos 99% sont sur site, moi j'ai envie que mes collaborateurs soient plutôt au bureau. Il y a du télétravail, mais on est plutôt dans l'échange. J'ai la chance d'avoir une équipe jeune qui a plutôt une volonté d'être aussi elle-même présente assez régulièrement au bureau. Alors quand je dis bureau, on a des agences partout en France, donc je ne raisonne pas qu'au siège à Paris. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas trop un sujet, c'est plus nos clients. Nos clients, eux, qui sont passés notamment, on le voit beaucoup dans les entreprises, à 3 jours de télétravail par semaine. Faire revenir les gens au bureau, c'est très compliqué. Et c'est là où on intervient, le groupe Harmonia, sur tout ce panel de services d'hospitality, qui est un mix entre les services de l'hôtellerie en entreprise. Comment tu définirais ton style de management ? Je pense que je suis assez juste dans mes décisions, assez participatif. Je laisse beaucoup la place à l'écoute et au dialogue, mais néanmoins, quand il faut trancher, je tranche. Je peux faire parfois preuve d'un petit peu de manque de souplesse sur certains sujets, parce que j'ai des convictions comme tout manager. Mais globalement, si je vois l'ancienneté de mes collaborateurs qui m'accompagnent depuis de nombreuses années, j'en ai rarement vu me quitter pour un problème de management. En tout cas, je touche du bois, mais depuis 20 ans que je suis là, je suis monté en groupe avec toute une équipe qui me suit, donc je considère que ça doit plutôt pas trop mal se passer. C'est à eux qu'il faut demander. Et bon, comme tout dirigeant, tu es très occupé. En plus, on a évoqué au tout début de l'émission cet épisode. Alors, tu n'as pas dit de ras-le-bol. Et comment on conjugue la vie pro et la vie perso ? Alors, le temps apaise et avec le temps, on apprend. La sagesse. Il y a des âges comme ça. Tu t'écoutes, tu fais attention à toi. Je fais beaucoup de sport régulièrement. Je fais beaucoup de sport. Je m'isole dans de la lecture le soir. C'est important pour moi. Je coupe les écrans. J'ai appris à déconnecter de mon smartphone. Pendant longtemps, j'étais un dingue du smartphone, de l'ordinateur le soir. J'ai pris la décision quand j'ai quitté le bureau. Alors, je suis joignable, mais je ne suis pas hyper connecté avec mon smartphone tout le temps à côté de moi. Je passe du temps avec ma femme, avec mes enfants. Et je me ressource aussi en dehors de Paris, dans un lieu que j'aime bien, qui est la Bretagne. Ce qu'il faut, c'est trouver des temps de calme, des temps de pause. On ne peut pas, et ça n'est pas vrai, tant mieux pour ceux qui arrivent, mais je ne crois pas aux personnes hyperactives tout au long de leur journée, parce qu'il y a un moment où on décroche. Donc moi, j'ai besoin de ces moments-là, ces moments de calme, de sérénité. Je me les crée moi-même. Je me crée parfois dans mon agenda un break d'1 heure, où je peux aller effectivement, je sais pas moi, faire un tour dans le quartier, dans le 15e, pour me vider un peu la tête. C'est important pour moi. Voilà, 1 heure dans l'agenda, c'est pas mal, ouais. Alors j'ai vu que tu as participé récemment, c'était fin novembre, à la signature d'une convention de coopération pour l'opération Mon Stage de seconde, aux côtés de Gabriel Attal, donc ministre de l'Éducation nationale, et Bruno Le Maire, donc ministre de l'Économie. Toi, tu es un stagiaire ou pas ? Alors c'est à partir du mois de juin. Oui. Mais je suis un ancien stagiaire. Voilà. Oui, mais moi, j'ai prévu déjà dans mon équipe. Dans ton équipe. Ah oui, mais depuis toujours. En fait, depuis effectivement que j'ai démarré chez Harmonia, j'ai poussé le rôle du stagiaire parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai démarré ma carrière en tant que stagiaire. Et j'ai vu le bienfait du stage parce que c'est là où tu vois ce que tu aimes faire et pas faire. Donc moi, j'adore quand il y a des stagiaires de 3e qui viennent dans l'entreprise. J'ai pris des stagiaires, j'ai pris des alternants, j'ai pris des apprentis. Et à chaque fois, je les ai fait avancer avec moi. Certains ont quitté l'entreprise parce que finalement, ce n'était pas le secteur d'activité. Mais on prend énormément, notamment d'alternants. Et à chaque fois qu'on me demande un stage en entreprise, moi, je dis oui parce que je trouve que c'est génial. Et c'est notre rôle. En plus, on est dans un secteur d'activité. On ne connaît pas. Les gens connaissent les grands groupes. Alors, on rêve d'aller dans les grands groupes de luxe, on rêve d'aller dans les médias, on rêve de faire du marketing. Mais qui, honnêtement, rêve de faire des métiers dans l'environnement de travail ou le facilities management ? Personne. Quand je vais dans les forums métiers, dans les lycées de mes enfants ou dans les écoles de commerce, je me regarde, c'est quoi votre truc ? C'est quoi le facilities management ? Et quand tu parles des grands groupes qui existent, dont le groupe Harmonia, là, il commence à se dire, et que tu parles de carrière à l'international, que tu parles de métiers de marketing, de communication, de commercial, d'IT, d'intelligence artificielle, ça existe aussi chez nous. Ils se disent, ah mais oui, et ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables, ce sont des métiers
à forte valeur humaine, puisque nous, c'est essentiellement l'humain qui délivre. Et d'un seul coup, les gens commencent à se dire « Ah oui, ça a du sens. Oui, ça existe et c'est très intéressant. » Donc oui, les stagiaires, pour revenir à ta question, c'est extrêmement important. Et on est très fiers d'avoir signé cette convention, cet engagement avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que on va aller chercher en plus des profils dans les zones prioritaires. Et si on veut une égalité des chances, elle démarre aussi par l'éducation et par l'accessibilité à l'entreprise. On sait à quel point c'est compliqué de rentrer dans une entreprise quand on n'a pas un peu de réseau ou quand on n'est pas issu de certains quartiers ou écoles. Voilà. Donc pour moi, c'est important. Et j'étais ravi, effectivement, quand on m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, alors qu'il y avait face à nous des L'Oréal, des Airbus. Bon, on était la grosse ETI, Harmonia, et j'étais très content de pouvoir être présent lors de cette signature. Bon, alors 20 ans chez Harmonia, là, bon, ça fait donc depuis 2018, donc 5 ans à la direction générale. Est-ce qu'on se lasse ou pas? Alors j'ai la chance de ne pas me lasser parce que depuis 2018, et ça continue là, on a pris la décision avec mon président d'ouvrir à l'international. Donc depuis 2018, moi j'ai ouvert 6 pays et donc je m'éclate en fait déjà dans mon quotidien, mais encore plus avec ces sujets effectivement de développement à l'international parce que tu t'ouvres à des nouvelles cultures. Tu t'ouvres à des nouveaux métiers. Quand je dis nouveaux métiers, c'est parce que dans certains pays, ils sont plus ou moins en avance sur nos métiers, à une nouvelle façon d'appréhender également nos métiers, à la technologie. On est essentiellement en Europe, au Maroc, aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï. Et moi, je rêverais d'aller sur le côté, on va dire, plutôt États-Unis, Canada, que l'on regarde, continuer à se développer en Europe. Donc, moi, je ne me lasse pas sur ce premier pan d'activité. Le deuxième, c'est que personne n'avait prévu le Covid. On s'est bien marré avec le Covid. Là, il faut tout repenser dans l'animation aujourd'hui. Avec la crise de l'immobilier qui arrive, il y aura peut-être d'autres sujets à traiter. Donc non, pour l'instant, je ne m'embête pas. Ça va, je suis bien occupé. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes tes questions. Et puis, on va pouvoir passer à la dernière séquence, l'interview chrono. Alors, quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, j'aurais plus le titre en tête, mais c'est le livre de Panayotis. Ok, voilà. Pasco, c'est ça, Pasco? Oh, je ne sais jamais, ils sont plusieurs. Voilà. Plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? Ah, très clairement LinkedIn, pas du tout les autres. Alors, tu as dit que tu aimais bien aller en Bretagne, mais ouf. Est-ce que tu connais bien la Bretagne? Non, pas très bien. Lancieux. Pas du tout. Bon, je vais t'aider. Saint-Malo. Ok, Saint-Malo. Voilà, c'est okay. tout. Voilà. Mais c'est Côte d'Armor, pas Ille-et-Vilaine. L'appli que tu utilises le plus? En même temps, c'est Waze et Deezer dans la voiture. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire? Alors, ça fait partie des... Alors, en femme qui m'inspire, je te dirais tout de suite Simone Veil, très clairement. En dirigeante, si je dois effectivement regarder l'histoire de notre groupe, il y a Sophie Bellon, Sodexo, je trouve ça remarquable, on parle d'histoire de famille, elle succède à son père. Et il y a une autre femme, effectivement, c'est Christine Lagarde, que j'admire aussi beaucoup. Voilà. Plutôt télétravail ou au bureau? Au bureau. Est-ce que tu utilises ChatGPT? J'ai déjà utilisé, mais ce n'est pas mon quotidien. Tu as dit que tu faisais pas mal de sport, qu'est-ce que tu fais? Je cours, je fais du VTT, je joue au tennis et je pratique un peu le golf. Est-ce qu'il y a un autre secteur dans lequel tu aimerais travailler? L'automobile. Super. Écoute, merci beaucoup. Tu as parfaitement répondu à mes petites questions et puis même à toutes les questions lors de cette émission. Je te remercie encore d'avoir participé. Et voilà, je vous remercie aussi d'avoir regardé ce nouveau numéro. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain. Merci beaucoup. Au revoir.